Alors, si vous présentez, normalement. Eh bien, écoutez, on va y aller. Hein. Ben, écoutez, je m'appelle Kassa Amami. Je vais avoir 78 ans samedi prochain. Je suis arrivé en France en venant d'Algérie en 1954. Donc, j'ai fait toute ma scolarité ici. Vous êtes arrivé à quel âge? J'avais 7 ans. 7 ans que vous êtes arrivé. J'avais 7 ans. C'était encore l'Algérie française. Donc, tout à fait. Voilà. Et donc, j'ai suivi ma scolarité jusqu'à... J'ai fait 2 années... Enfin, j'ai fait le cycle de la primaire. Après, j'ai fait 2 années d'enseignement technique. Et puis, ensuite, je suis rentré dans la vie active. Et mon premier travail, vous voyez, c'était quand même, on peut dire, presque c'était prémédité. J'étais coursier au magasin du Printemps. Coursier cycliste, c'est-à-dire à mon vélo. Vous voyez, c'est extraordinaire, en 1964. Et donc, j'ai travaillé là-bas pendant 6 mois, si mes souvenirs sont exacts. Ensuite, j'ai fait une formation professionnelle. Et au centre d'orientation, on m'a dit, monsieur, vous allez être chaudronnier ou serrurier. Bon, j'ai fait une formation de 6 mois comme serrurier et que j'ai jamais exercé. Ensuite, je suis rentré dans une usine comme, comment dirais-je, ouvrier spécialisé pour faire de la maroquinerie. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de petits boulots, hein, beaucoup, parce que j'étais pas dans mon élément. Jusqu'au jour où jusqu'à disons 75, oui c'est ça, en 75, je suis rentré comme chauffeur, livreur dans une boîte, une boulangerie industrielle. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans. Et c'est très stressant, vous savez, le chauffeur-livreur. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça l'est encore plus. Mais à cette époque déjà, et donc, le déclic de faire le chauffeur de taxi, en fait, il est venu très simplement rue de Lappe. J'avais 3 clients à livrer dans la même rue. Et je ne me suis pas encore arrêté chez le premier client, on me klaxonnait. Donc, vous imaginez le stress que ça vous cause. Et quand j'ai fini la rue de Lappe, je suis tourné dans la rue de Charonne, il y avait une Mercedes, taxi. C'était un jeune homme qui était là, au volant, avec un client. Et je voyais, comme j'étais en hauteur, je le voyais, donc la personne paye, elle se descend. Puis je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais ça c'est un bon boulot. Le client, il monte tout seul, il descend tout seul, et il vous paye. Eh bien, je dis, je vais faire taxi. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire le taxi. Donc, je suis rentré dans le métier de taxi, donc à l'âge de 30 ans. Et puis voilà, je suis encore là. Et vous avez une petite période où vous avez travaillé jusqu'à... Vous m'avez dit que vous aviez un creux. Vous avez fait le taxi de quoi? De 75 à... Alors, de 77 à 89. De 77 à 89. Voilà. Et donc, à l'époque, je travaillais la nuit. Donc, la nuit, vous savez, c'est un autre monde. C'est un autre monde que la journée. Et puis, en 89, j'ai mon épouse, malheureusement, que j'ai perdue il y a 28 ans maintenant. Hein. Elle a décidé, puis elle avait certainement raison, hein, d'arrêter que je travaille la nuit. Sauf que moi, ayant travaillé pendant 12 ans la nuit, vous imaginez très bien que revenir du jour au lendemain à la journée, c'était impossible. Et j'ai changé de métier. Donc j'ai tenu des bars. Voilà, je me suis reconverti, comme beaucoup de Kabyles d'ailleurs, hein, comment dirais-je, qui sont chauffeurs de taxi, qui sont cyclistes dans la limonade, ou vice-versa. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et puis, quand malheureusement, en 97, j'ai perdu ma femme, c'est une période assez difficile quand même, assez difficile que j'ai traversée. Et puis après, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, bon, les enfants, ils étaient grands, ils ont repris le café, que j'ai toujours d'ailleurs. Enfin, pas moi, mais mes enfants, puisque ça a été la transmission. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie dans lequel tu étais bien? Et j'ai remémorisé, donc, si vous voulez, ma période de taxi. Parce que ça frotte contre votre veste. Vous voulez que je le mette comment? Non, le truc, c'est qu'il ne faut pas trop que ça frotte. Mais là, comme ça va. Ah d'accord, ok. Et donc,
ben, j'ai dû retourner à la préfecture pour valider mon permis. Et puis on m'a dit, monsieur, votre permis il est périmé, il faudra recommencer, il faut retourner à l'école. Et je suis retourné à l'école, donc. Donc ça, c'était en quelle année, 97, 98? Non, c'est en 2009. 2009. Fin 2008, début 2009 plutôt 2009. Donc vous avez arrêté en 97 et vous avez... Non, 89. 89. 20 ans j'ai arrêté. Ah, vous avez arrêté 20 ans. 20 ans. D'accord, ok. 20 ans. C'est Et... pas mal. Pendant 20 ans, vous avez fait de la limonade. J'ai fait de la limonade. Voilà. Et c'était où votre limonade? Oh, j'en ai eu à Hermont, j'étais à Suresnes, j'étais à Vaujour et Saint-Denis. Et Saint-Denis, voilà. Et là, il vous reste Saint-Denis, c'est ça? Il reste Saint-Denis qui est aux enfants qui vivent avec ça, on va dire. Voilà. En plus, vous avez transmis quelque chose. C'est pas mal. On a transmis, disons, un outil pour qu'ils puissent travailler. D'accord. Voilà, ce qui est pas bien. Déjà, parce que tous les parents font ça, c'est important. Oh, vous savez, c'est les circonstances de la vie hein, qui ont fait que, en fait. Hein. Vous savez, je pense qu'il y a une chose très souvent que j'entends par, comment dirais-je, mes collègues quand on discute, qui disent « j'ai fait ça pour mes enfants ». Non, tu n'as pas fait ça pour tes enfants. En fait, il faut être objectif dans la vie. On se réalise. Et bien sûr, si on peut laisser quelque chose, c'est bien. Mais dans un premier temps, c'est surtout qu'on se réalise soi-même. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Ah, peut-être que j'ai tort, j'en sais rien. Mais moi c'est ça que je vois. Donc c'est vrai que le fait de leur laisser quelque chose, c'est très bien, tant mieux. Et donc je vous dis, je suis revenu dans le taxi et j'ai eu la chance de rentrer donc à la GESCOP. Quelques années plus tard, je suis devenu administrateur. J'ai postulé pour un poste d'administrateur, tout en me disant, écoute mon copain à ton âge quand même, si vous me foutez avec un vieux con comme toi, c'est pas la peine. Mais en fait non, j'ai donc rejoint le conseil d'administration et à travers cette fonction, j'ai accédé à la formation continue, la formation initiale pour les chauffeurs de taxi. Et j'ai vu que c'était quelque chose qui me passionnait. Parce que transmettre quelque chose, déjà, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on sert à quelque chose encore, qu'on est utile. Et après... C'est bon, on va continuer. Oui. Parlez-nous de la formation. Alors, on va commencer par ça, parce que vous parlez de la formation. Oui. Qu'est-ce qui, pour vous, à la base, la formation d'un taxi, ça repose sur quoi exactement? Sur la connaissance des rues, des choses comme ça, mais au niveau, est-ce que vous leur enseignez à avoir une certaine façon d'être le taxi, d'être communicant, c'est quoi la base de la formation? Alors la base de la formation, bien sûr, c'est leur apprendre. Vous savez, il y a déjà tout ce qui est réglementation, locale et nationale. Ça, c'est l'ABC. Et après, si vous voulez, nous en tant que formateurs, on leur apporte comment se comporter, comment deviner est-ce qu'un client il veut parler ou il ne veut pas parler. Vous avez des clients, ils rentrent dans votre voiture, ils vous disent bonjour et ils vous donnent leur destination. Et après, c'est à vous de sentir, mais ça, il faut quand même un certain temps pour maîtriser, sentir est-ce que le client il a envie de parler ou pas. S'il a envie de parler, eh ben, ma foi, vous lui répondez à ses questions, etc. Si vous sentez que la façon dont il va vous répondre, vous sentez qu'il a envie d'avoir la paix. Soit il est concentré dans sa tête, soit aujourd'hui c'est le téléphone ou l'ordinateur, parce qu'il est en train de travailler. Donc il faut savoir faire la part des choses. Lorsque, par exemple, le client reçoit un coup de fil, si vous avez mis la radio, il faut baisser le son, que ce ne soit pas dérangé. Vous voyez, comme ce que vous venez de faire là à l'instant. Voilà. C'est tous ces petits trucs-là. Après, il y a le service, parce que le taxi, si vous voulez, c'est une prestation de service. C'est ce qu'on leur apprend. C'est une prestation de service. Le client paye pour un service. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire son travail comme si c'était, je veux dire, nous-mêmes, on était clients. Qu'est-ce qu'on attend? D'un service. Et c'est ça qu'on leur apprend. On voit une dame qui arrive, par exemple, avec des enfants et puis une valise, on descend de sa voiture, on ouvre la porte, on dit « Madame, laissez les bagages, je vais m'en occuper, installez-vous ». Avant de démarrer, on s'assure que les enfants sont bien attachés, etc.
il y a plein de choses, mais ça devient, on leur explique que c'est des, comment dirais-je, c'est une habitude qui doit s'instaurer automatiquement, vous voyez. Et il y a l'amabilité, il y a aussi savoir maîtriser lorsqu'une personne elle est énervée, parce que faut savoir se maintenir en disant le professionnel c'est vous, c'est pas le client. Le client lui là, eh ben, il s'est levé du mauvais pied, il s'est fait engueuler ou il va aller se faire engueuler, donc il faut savoir gérer ce stress. Et moi souvent je leur dis quand vous avez un client qui vous a vraiment cassé les pieds ou qui vous casse les pieds, réfléchissez 30 secondes dans votre tête, vous dites celui-là il va descendre dans un quart d'heure et après je le vois plus. Ce qui est vrai. Et puis si vraiment vous êtes énervé, eh ben, vous savez ce que vous faites 100 mètres plus loin, vous vous arrêtez, vous allez sortir, vous allez boire un café, faire quelques pas, bien respirer, et vous remontez dans votre voiture. Mais ne restez pas tout de suite avec le stress, parce que le client d'après, si vous êtes toujours stressé, le moindre faux pas, vous allez l'engueuler. Et là, vous foutez en l'air votre journée. Et c'est une réalité, hein, ce que je vous dis là, parce que c'est du vécu. Et je crois que c'est surtout ça, le fait, si vous voulez, de donner l'expérience, si vous voulez, des différentes anecdotes qu'on peut vivre dans le taxi, pour après mieux les maîtriser la fois d'après. Et très souvent, je leur dis, vous savez, il vous faut entre 3 et 5 ans pour être un bon chauffeur de taxi. Parce que vous avez connu plus ou moins un peu toutes les situations, et quand elles se reproduisent, vous êtes capable de vous améliorer par rapport à la fois précédente. Et c'est ça qui fait un bon chauffeur de taxi. Et est-ce que c'est plus difficile maintenant d'avoir sa capacité de taxi ou avant? Est-ce qu'avant c'était plus dur? Avant c'était plus dur. Avant c'était plus dur parce que la différence qu'il y a entre avant et maintenant, je parle de mon époque, hein, en fait c'était un choix que vous faisiez de devenir chauffeur de taxi. C'était un choix. Et à l'époque d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, en 1975, donc, lorsque vous passez votre permis de taxi, vous n'avez pas le droit d'acheter une licence d'artisan. Il fallait travailler pendant 5 ans pour pouvoir, après, avoir le droit d'acheter une licence. Moi, en 77, si vous voulez, quand j'ai eu ma capacité, c'était redescendu à 2 ans. Et je me suis longtemps posé la question, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on considère que sur 100 personnes qui ont leur capacité aujourd'hui, dans un an, il y a la moitié qui seront arrêtées. L'année d'après, sur les 50%, il y a encore une autre moitié qui est arrêtée. Vous voyez? Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, c'est ceux qui ont vraiment, en fait, opté et puis ils sont en capacité de faire ce métier. Et là, ils ne le lâchent plus, celui-là. D'aller jusqu'au bout. C'est ça. Aujourd'hui, c'est donné, monsieur, le taxi. En fait, c'est devenu un job. Et ce qui est malheureux beaucoup, c'est qu'une grande majorité de nos collègues actuels qui rentrent dans le métier, c'est plus pour faire bouillir la marmite qu'autre chose. Alors que ce métier, si vous voulez, il faut le faire, il faut l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, vous allez être malheureux, vous allez être désagréable, et ça peut se ressentir aussi dans la famille, c'est-à-dire au sein du couple. Vous voyez, c'est tout ça. Que ce soit vous, voilà, votre relation avec le client dans le taxi, mais aussi votre vie personnelle. C'est un ensemble. Si vous avez, en plus, c'est long, quoi. Vous faites quand même pas mal d'heures. Enfin, un taxi qui veut gagner honnêtement sa vie, c'est quand même des heures. Non? Il faut qu'il fasse ses 11 heures. Il faut qu'il fasse ses 11 heures. C'est pas 10 heures sur le tableau C'est fini maintenant. Ah, c'est fini maintenant. C'est fini, c'est 11 heures. Avant, les chauffeurs qui étaient en société, c'était 10 heures. Je pense de l'époque de votre papa. Oui. Les artisans, eux, ils avaient 1 heure de plus. Ils avaient le droit à 11 heures. Et en 95, je crois que c'était, si je me souviens bien, comment il s'appelle celui-là déjà? L'ancien ministre, il a mis tout le monde à 11 heures. Alors, comment il s'appelle ce ministre déjà? Je cherche son nom, mais c'est en 95. C'est pas tout bon? C'est pas tout bon, non, c'est un autre. Ah, il est décédé, le pauvre d'ailleurs. Pasqua. Pasqua, ah oui, d'accord. Pasqua, voilà, c'est Pasqua. Donc il a mis tout le monde à 11 heures. Ça, c'est depuis 95. 95. D'accord. Et parlez-nous, enfin, si vous, sur la formation, c'est bon, mais donc vous pensez que c'était plus dur avant que maintenant, alors, la capacité?
C'était beaucoup plus dur avant parce que, si vous voulez, il fallait quand même connaître, il fallait savoir. En fait, les examens de l'époque où je l'ai passé, vous le passiez en 2 temps, le permis de taxi. Vous le passiez en 2 temps. La première partie, c'était la connaissance, si vous voulez, surtout de la réglementation, des tarifs, des zones d'application et les horaires d'application. Ça, c'était une chose. Et bon, vous faisiez un petit test de conduite avec les représentants de la profession et de la préfecture, et on vous avait votre capacité pour 6 mois. C'est-à-dire c'était un petit bout de papier blanc qu'on vous donnait pour 6 mois. Mais vous devez continuer à faire, comment dirais-je, à continuer à faire la formation. Et au bout de 6 mois, au plus tard, je dis bien au plus tard, vous étiez dans une salle avec tous les représentants des différents syndicats, aussi bien, comment dirais-je, des chauffeurs de taxi que des sociétés de loueurs et de la préfecture, bien entendu. Et là, vous avez une boîte avec des jetons. Et chaque jeton représentait, il y avait un numéro qui correspondait à une rue de Paris. Pour vous donner un exemple, celui que moi j'ai passé, on m'a demandé la rue de Vaugirard. J'ai écouté rue de Vaugirard, oui, elle commence boulevard Saint-Michel, et elle finit à la porte de Versailles. Très bien, monsieur. On reprend un autre jeton, c'était l'avenue Gambetta. Avenue Gambetta, elle commence où, elle finit où? Bon, vous dites, elle commence là et elle finit là. Et après, on vous dit, bah, écoutez, c'est bien, monsieur. Eh ben, nous sommes au 1 rue Vaugirard et nous allons au 1 avenue Gambetta. Vous passez par où? Et de tête, vous devez donner, si vous voulez, l'itinéraire que vous allez faire. Et cela 2 fois. C'est-à-dire sur 2 itinéraires. Donc, vous voyez, ça nécessitait quand même une connaissance. Bon, après, vous avez eu quand même l'avantage que pendant 6 mois, si vous avez la possibilité, vous allez exercer. Bon, pourquoi est-ce qu'un chauffeur de taxi? Vous voyez, je passe du coq à l'âne, mais c'est pour vous dire un peu les anciens et ceux de maintenant. Quand on ne connaît pas une rue, on va la chercher dans le plan. On est d'accord? Où elle commence, où elle finit. Donc, on va la chercher sur le plan. Et puis, on regarde où on est. Et on faisait notre itinéraire. Tout ça faisait que la mémoire, en fait, elle enregistrait. Ce qui fait qu'à un moment donné, au bout de quelques temps, quelques années d'exercice, vous n'avez plus besoin de plan. Parce que le plan, il est là. Je suis, comment dirais-je, rue Bassano, je vais dans le 20e, je sais comment y aller. Vous voyez, tout de suite, vous avez l'itinéraire qui s'inscrit, quoi. Aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est le GPS. Et le GPS, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous fait, le GPS? Le GPS, il vous donne le chemin le plus rapide, en temps, mais pas en distance. Or, dans notre métier, la déontologie, si vous voulez, et le devoir qu'on a vis-à-vis du client, c'est de le conduire d'un point A à un point B par le chemin le plus court, qui n'est pas compatible avec le plus rapide. Vous êtes d'accord? Pas toujours. Ah, voilà. Alors, moi, je vois des fois, moi j'habite Villepin, donc je vois des fois pour aller, quand je vais à l'Aile des Roses, ben, des fois, ils m'annoncent, je vous donne un exemple, là. Ils m'annoncent 1 heure. Hein, ben, quand je regarde les kilomètres, en fait, il me fait faire 20 km de plus pour gagner 2 minutes. Vous voyez? Donc, c'est pas adéquat, en fait. Et c'est là la différence avec les anciens chauffeurs. Et donc, maintenant, les chauffeurs, ils n'ont plus cette obligation de connaître Paris comme ça. Ah non, non, non. GPS. On ne leur demande même plus dans la capacité des rues. Non, 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 non. Non, c'est sur quoi la capacité? Ben, c'est au niveau touristique, au niveau de la réglementation, l'ABC, puis ça s'arrête là. Vous avez le GPS. Il n'y a même pas de test de conduite. Si, il y a un test de conduite. Bon, mais c'est facile. On vous dit, monsieur, vous mettez votre GPS. Il suffit de trouver la destination qu'on va vous donner. Ça peut être un monument, ça peut être une institution, ça peut être une rue, hein, bien sûr. Il suffit de la trouver dans le listing, de la rentrer dans le GPS, et vous suivez comme un idiot. Voilà. Et pourquoi vous êtes... au début, vous étiez taxi, vous étiez à la GESCOP ou vous êtes venu à la GESCOP après? Non, la GESCOP, je l'ai intégré, la GESCOP, c'est en 2011. 2011. Okay. Et avant, j'étais artisan. Vous étiez artisan, vous étiez artisan. Oui, oui. Que vous avez revendu, que vous avez arrêté, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc vous avez eu votre plaque, vous avez revendu.
Et c'est ça qui vous a permis de faire un peu de la limonade parce qu'avec Tout à fait. c'est ça. Avec l'apport, bon, bah, je suis rentré à la limonade. Et ce que je voulais dire, c'est pourquoi, est-ce que c'est un hasard que vous ayez été à la GESCOP, qui est une coopérative en fait, ou est-ce que c'est un, vous êtes dit, je sais pas, pourquoi vous avez atterri là-dedans? Alors, je vais vous le dire, pourquoi j'ai intégré la GESCOP, parce qu'à l'époque, on avait, vous savez, un statut particulier qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis janvier 2018, il n'existe plus. Nous, on cotisait, si vous voulez, sur le 70% du plafond de la sécurité sociale. Ce qui nous donnait, si vous voulez, quand même, lorsque vous avez fait quelques années à la GESCOP, en tant que sociétaire, vous cotisez davantage, si vous voulez, pour la retraite. Après, avec la loi Macron, depuis janvier 2018, en fait, vous payez sur votre réel. Je m'explique. Ça veut dire qu'avant que vous gagniez 1 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, vous payez la même chose au niveau charge sociale. OK? Aujourd'hui, c'est-à-dire que même un chauffeur qui est déficitaire, il va payer, je crois que si je mets sur les gens ça doit être 1 430 euros par mois de charge sociale. Vous voyez? Quel que soit le chiffre d'affaires que vous faites. Et en janvier donc 2018, c'était fini. C'est selon le bénéfice que vous avez réalisé. Donc vous payez. Alors, pour certains, bah, ils sont retrouvés à payer beaucoup plus qu'avant. Pour d'autres, c'est beaucoup moins qu'avant. Vous voyez? Donc, surtout, moi, personnellement, j'avais intégré la GESCOP, c'était pour cette histoire de retraite. Parce que quand on est jeune, on ne pense pas à la retraite. On se dit, oh, c'est loin, c'est loin. Mais vous savez, pendant ce temps-là, le temps, lui, ne s'arrête pas. Les années s'égrènent, et puis on dit, ah bah merde, c'est dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 5 ans. Hein. Et puis quand on fait une situation au niveau de sa retraite, on s'aperçoit comme on a cotisé très peu, ben on va toucher très peu. Et là, on commence à s'affoler. Moi, je suis rentré donc à la GESCOP dans cet esprit-là. D'accord. Et donc, après, là, vous êtes toujours à la GESCOP toujours. Mais je suis à la retraite. Retraite plus activité. D'accord. Vous pouvez travailler à la retraite? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Alors ça, par contre, ça, c'est le bon côté, si vous voulez, de la loi Macron. Autrefois, jusqu'en janvier 2018, vous n'avez pas le droit de gagner plus que 50% de votre retraite. C'est-à-dire en ayant une deuxième activité, enfin une autre activité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas limité. Et c'est un peu l'avantage. Vous avez votre retraite et après... Et vous faites, bon, bah, vous faites 1000 balles, vous faites 500 balles, vous faites 200 balles, vous faites 3000 balles. Mais bon, bien sûr, vous payez en fonction de ce que vous avez gagné, ça va de soi. Mais vous n'êtes plus limité. D'accord. Et là, vous êtes... ben non, vous n'avez pas de plaque à vous, alors vous avez des plaques de la GESCOP. Alors, oui, non. À la GESCOP, ce n'est pas une licence que vous avez. Vous avez un lot de parts sociales. C'est un lot de parts sociales. Qui vous donne le droit donc d'exploiter un taxi équipé avec une licence, bien sûr, etc. Mais les licences... Pardon? C'est vous qui payez le taxi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Vous êtes actionnaire. Vous êtes actionnaire. Voilà. Alors là, voilà, on a un petit bout de la GESCOP, chacun. Et qu'est-ce que... Parce que vous avez vu le taxi avant Uber. Oui. Et après Uber. Bien sûr. Parce qu'Uber, ça dure encore déjà. Mais là, ça s'est peut-être un peu calmé, parce qu'au début, ça a été difficile, mais vous n'étiez peut-être pas, non? C'était quand? Si. Moi, j'ai repris, c'était en 2009, c'est au début, si vous voulez. Ça s'est fait dans l'année qui a suivi, quoi. Qui a suivi Uber. Uber, si vous voulez, il a apporté deux choses. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, la population, surtout particulièrement les jeunes, ou même, on va dire, les personnes qui ont moins de 50 ans, hein, l'innovation qu'il a apportée, c'est le fait de savoir combien ça va lui coûter. Au départ, il sait qu'il va aller, je veux dire, d'ici à la gare de Lyon, on lui dit, monsieur, ça va vous coûter tant. Donc, qu'il mette 10 minutes ou qu'il mette 1 heure, il n'en a rien à foutre, parce qu'il connaît le prix. Ça, c'est l'innovation qu'il avait apportée. Avec le taxi, c'est différent, puisque nos taximètres, en fait, fonctionnent aussi bien à l'horloge qu'à la distance. Alors, et la deuxième innovation, l'autre innovation, c'est le fait, si vous voulez, que les premiers les premiers VTC, c'était costume, cravate, voiture impeccable,
prestation de qualité, la bouteille d'eau, le bonbon, etc. Bon, ça c'était au départ. C'est vrai que c'est innovateur. Bon, vous avez plein de gens qui rêvent d'avoir un chauffeur, et puis là, c'est une voiture banalisée, je veux dire normale, ils ont un chauffeur, bon, ils vont payer 20 balles, 30 balles, je ne sais rien, je ne sais pas combien ça coûtait. Ça faisait bien. En revanche, bon, il avait apporté un petit truc, parce que le taxi, quand même, malgré tout, qu'on le veuille ou non, pendant de nombreuses années, hein, pour ne pas dire jusqu'à l'arrivée des VTC, il était un peu le roi du pétrole. Parce qu'il avait le Parisien ou la personne qui veut se déplacer, qu'est-ce qu'il avait comme moyen? Eh bien, il avait ses baskets, il avait la RATP ou le taxi. On est d'accord. Après, l'arrivée des VTC fait que ça a bousculé un peu le taxi. Et quelque part, ça nous a donné un coup de pied, si vous voulez, aux fesses, de mieux se comporter vis-à-vis du client, d'avoir des voitures plus propres, d'être plus accueillant, etc. Bon, mais ça a été une transition qui était difficile. Et au fur et à mesure, si vous voulez, que les plateformes ils prenaient des marges de plus en plus importantes sur les courses, les VTC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diminué aussi la qualité du service. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez dans le VTC? Je suis désolé, vous voyez les gars, ils sont en jogging, ils sont en babouche, ils s'en foutent, quoi. De toute façon, il y a 45%, je crois que c'est 45% de sa course, c'est la plateforme qui les prend. Qui travaille pour rien. C'est l'esclavage moderne, ça, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, vous savez, c'est pas un hasard si on a pris le terme. Voilà. Allez-y, donc reparlez-moi, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage moderne, en fait. Parce que, d'ailleurs, le terme Uber, maintenant on l'utilise à beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, sur beaucoup de sujets, on dit l'ubérisation. Ça veut dire quoi? On tire tout vers le bas. Et effectivement, personne n'y s'y retrouve. Il n'y a que les plateformes qui s'y retrouvent. Il n'y a qu'eux qui gagnent de l'argent. Et ce qui est dramatique, et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, comment est-ce qu'on peut, je veux dire, une société, enfin, je veux dire, un État accepte, si vous voulez, qu'une société qui a son siège à l'étranger, qui vient tous les jours prendre du pognon chez nous, pour l'emmener ailleurs, au détriment du pays en lui-même, quoi. Uber se plaint qu'il est toujours en déficit. Curieux. Alors ici en France, vous faites trois années d'affilée. Si je connais bien je veux dire le fonctionnement, au bout de 3 ans, si vous êtes toujours déficitaire, vous êtes obligé de fermer. Que lui, non, chaque année, il est toujours là, mais il est toujours déficitaire. Bon, il subventionne, si vous voulez, moi je vois des collègues qui travaillent pour Uber et des clients qui prennent Uber et qui vous disent, on leur envoie un texto, on leur dit, tiens, vous avez 25% sur votre prochaine course. Vous voyez, chose que nous, on ne peut pas faire. Nous, on n'a pas le droit. Donc, c'est là que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est un domaine dans lequel on a laissé faire. Et c'est vrai que, comme ils ont je dirais, c'est un bataillon, hein, si ce n'est pas une armée, d'avocats, de juristes, qui exploitent la moindre faille, si vous voulez, de notre système administratif. Et c'est ça, il faut des années et des années pour vraiment remettre les choses, si vous voulez, d'aplomb. Donc maintenant, à Paris, il y a combien de Uber, par exemple? Vous savez combien il y a d'Uber et combien il y a de taxis? Taxi, c'est 14 000. Taxi, non, c'est plus que ça, c'est 20 000. C'est 20 000 On est 20 000, parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle le numerus clausus, et les VTC, officiellement, soi-disant, officiellement, ils sont 20 000 ou 22 000, mais officieusement, je peux vous certifier qu'ils sont au moins 60 000. Ah ouais. Parce que vous avez des gens qui vont s'inscrire, et puis après qui arrêtent. Enfin, qui arrêtent, si vous voulez, administrativement parlant, mais auprès d'Uber, ils sont toujours en activité. Et vous avez on nous décompte. Uber, c'est comme ça. Hein. Vous n'avez pas de... comment dirais-je, vous avez votre capacité, effectivement, de VTC, et vous n'avez pas de compte, vous n'avez rien du tout. Moi, je veux m'arrêter, et ben, je vais vous louer mon compte, moyennant, je ne sais pas moi, 150, 200 balles, j'en sais rien par semaine, et puis vous travaillez sur mon compte. Vous voyez, il y a plein de petits trucs qui se sont créés comme ça, qui fait que tout échappe, vous voyez, à la législation. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que, regardez, aujourd'hui, moi j'ai connu une époque, si vous voulez, où il y a aux heures de pointe, c'est vrai, c'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité. Hein. Je vous parle des années 80. Hein.
aux heures de pointe, les gens faisaient la queue dans les stations de taxi. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les taxis qui ne trouvent pas de place dans les stations pour se garer, tellement qu'il y a de l'offre. Voilà. C'est quand même plus dur maintenant de gagner sa vie dans le taxi. C'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez arriver à sortir, si vous voulez, on va dire un salaire qui va tourner un tout petit peu plus du SMIC, il faut vraiment manger vos 11 heures. Il faut les manger. Hein. Alors qu'à l'époque de votre papa ou du mien, bon, des fois, nous, en 7-8 heures, on avait fait notre journée. Et aujourd'hui, quasiment impossible. Et c'est ce que je déplore. Ouais, c'est ça. Et là, au niveau des taxis en eux-mêmes, est-ce que vous avez vu une évolution, par exemple, je sais pas, des taxis, au niveau de leur mentalité, avec le changement d'Uber et tout ça, la concurrence accrue? Est-ce qu'il n'y a pas eu une dévalorisation aussi même des taxis eux-mêmes? Est-ce qu'avant, ils n'étaient pas plus, je ne sais pas, moi j'ai connu des taxis, mon père était taxi, mais j'en ai connu d'autres, des amis de mon père. C'est vrai que c'était des gens quand même avec une certaine stature. Et je ne sais pas, peut-être plus de charisme avant, ou non? Enfin, je crois qu'avant, si vous voulez, c'était un métier qui était hyper respecté parce que les gens, enfin les personnes, comme je vous le dis, les gens de ma génération, je parle, hein, celle de votre papa aussi, on avait c'était une profession qui était respectée et qui respectait les gens aussi. C'était une autre notion. Aujourd'hui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ce n'est pas des gens qui choisissent de faire le taxi, ce n'est pas un choix, c'est pour faire bouillir la marmite. Alors dans le lot, attention, il y a des bons, hein. Il y en a des très bons, hein. Les chauffeurs, même ceux qui rentrent à l'heure actuelle, mais je dirais que sur 100 personnes, il y en a 10 qui sont bons. 90, c'est zéro. C'est con ce que je dis, mais c'est la réalité. Mais on arrive à sortir quand même 10 qui, vraiment, ils font très bien leur travail et qui gagnent leur vie aussi. Parce que bon, vous pouvez vous faire une clientèle, vous pouvez, si vraiment vous aimez ça. Mais il y a 90%. Ah oui. Ils ne regardent pas. Vous savez, quand il m'est arrivé, je vais vous raconter des anecdotes qui sont très simples. Il y a un an de ça à peu près, j'étais un dimanche matin à la gare de Bercy. J'étais en seconde position. Il y avait un autre taxi devant moi. Il était dans sa voiture. C'est vrai qu'il pleuveutait un petit peu. Hein. J'ai vu une dame arriver avec 2 gamins et 2 valises. Vous savez, la roulette, bon, elle arrive, elle est obligée de lui frapper. Alors que normalement, quand vous êtes dans votre voiture, vous regardez le rétroviseur autour de vous, c'est notre métier. Hein. Faut surveiller. Et bien, ce monsieur, donc, il baisse un petit peu sa vitre, alors elle lui dit, bah, montez. Alors la dame, elle lui montre qu'elle a 2 valises. Vous savez ce qu'il fait? Il appuie sur le bouton, il y a le coffre s'ouvre. Il ne descend pas de sa voiture. Et je trouve ça inadmissible. Ah, ça, c'est une chose. Je vais raconter une autre anecdote qui, c'est pas plus tard que dimanche dernier. Dimanche dernier, j'étais dans le coin, je crois que c'était porte de Saint-Ouen, j'ai pris une course qui était rue Le Gendre. J'ai pris un monsieur. C'est une course, donc je suis arrivé devant la porte, j'attends, et il est sorti, il avait un gros sac à dos qu'il avait sur le dos, il avait un autre sac entre les mains, beaucoup plus grand que le vôtre, plus un autre sac à la main. C'était bien chargé, hein, un monsieur quand même assez bien bâti. Je suis descendu de ma voiture, j'ai ouvert le coffre, puis j'ai pris donc les bagages qu'il avait dans ses mains, je les ai mis dans le coffre, et le sac à dos qu'il avait, qui était lourd, hein. Je voulais l'aider. Il me dit non, monsieur, c'est trop lourd pour vous. Je dis non, donnez. Bon, il m'a donné un coup de main, on l'a mis dedans. Je l'ai amené à l'aéroport de Roissy. Et en arrivant à l'aéroport de Roissy, je suis rentré à la dépose minute, mais je cherchais, vous savez, où je vais trouver un chariot. Et il me dit, vous pouvez vous arrêter là, monsieur. Je dis non, écoutez, je me rapproche un peu plus loin, parce que je vais vous trouver un chariot. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, monsieur, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Et Dieu seul sait que je voyage assez souvent. Vous voyez, autrefois et maintenant, ça fait 2 choses. Nous, on est là vraiment pour le service. Alors que là, l'autre, il va le jeter, il dit, vas-y, démerde-toi, et puis il va se barrer.
Vous voyez, c'est ça que, ce petit truc qui manque. Vous pensez, vous, qu'il y a quand même des taxis, non seulement Uber, mais l'évolution du taxi, c'est quand même très compliqué. Très, pardon. C'est quand même assez compliqué maintenant, le taxi. Enfin, est-ce Compliqué, je ne vais pas dire que c'est compliqué, c'est tout simplement parce que si vous voulez, si chacun de nous faisait son travail correctement, je pense que les choses iraient bien. C'est aussi bien pour nous-mêmes que pour nos clients. Mais il faut que tout le monde fasse un effort. Il faut qu'il y ait une majorité de chauffeurs de taxi, si vous voulez, ils aient cette notion de prestation de service. Vous savez, vous allez chez le boulanger, vous rentrez chez le boulanger, je pense que vous en avez un en particulier, peut-être qu'il est en bas de chez vous, peut-être qu'il est... Mais des fois, vous en avez un à côté de chez vous, vous rentrez chez lui, vous dites bonjour, vous n'avez pas d'écho, il vous met la baguette et puis ça fait tant, il s'en va. Vous avez l'autre à côté, peut-être, je ne sais pas, 100 mètres, 200 mètres plus loin, il va vous voir, il dit bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous avez une baguette, et avec ceci, vous voyez, il y a le petit truc en plus, à votre avis. Vous allez vous diriger chez qui? Chez le deuxième. Et le taxi, c'est la même chose. Il faut arriver à inculquer, si vous voulez, cette façon de faire. C'est ça que moi, j'essaye, si vous voulez, c'est de leur transmettre ça en disant que c'est une prestation de service. Est-ce que ça ne fidélise pas aussi un peu, certainement, un peu la clientèle de faire comme ça? Parce que, est-ce que vous avez, par exemple, des clients qui vous rappellent, qui ont votre numéro, qui vous appellent régulièrement, ou des concierges d'hôtel? Non, les concierges d'hôtel, non. Ils ne vous appellent plus parce qu'ils travaillent beaucoup avec les VTC. D'une part, parce que peut-être que c'est leurs copains, peut-être que, bon, je ne sais pas, mais des hôtels, il n'y en a pas beaucoup. En revanche, effectivement, vous avez des clients qui aimeraient vous revoir. Sauf que nous, si vous êtes affilié chez nous, on a la radio Alpha, vous savez, c'est notre centrale de radio. On n'est pas là pour détourner la clientèle. Mais j'ai des voisins ou des amis de voisins ou des gens qui me connaissent comme ça, qui me sollicitent. Mais parce qu'ils ont plaisir à voyager. Moi, je fais j'ai fait pendant pas mal d'années de transport conventionné. Et c'est vrai que les personnes que je transporte, qui sont malades, vous les accompagnez, très souvent, les gens, comment dirais-je, vous rappellent. Et je vous assure que je peux vous raconter une anecdote d'une dame une fois, qui malheureusement, elle est décédée maintenant. Elle avait, comment ça s'appelle, la séance de radiothérapie. Et quand elle m'a donné ça, parce qu'elle leur donne le planning le jeudi pour la semaine d'après. J'ai regardé, il y avait un jour où je lui ai dit, écoute, je dis Catherine, tel jour, je ne pourrais pas venir vous chercher. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que j'ai un conseil d'administration, c'est là que j'avais intégré le conseil, je ne pourrais pas venir vous chercher. Elle me dit, mais attendez, je vais demander à l'opératrice qu'elle me change le rendez-vous. Elle est descendue, elle est retournée voir l'autre, elle lui a dit, écoutez, voilà, ce jour-là, mon chauffeur ne peut pas à cette heure-là, il faut modifier. Je lui ai dit, c'est très tôt le matin, c'est possible, mais dans fin de matinée, c'est pas possible. La dame, elle a dit, ah non, non, c'est pas possible, écoutez, c'est complet et tout. Eh bien, il a dit, écoutez, alors annulez la séance. Vous voyez, c'est pour vous montrer la qualité que vous donnez aux gens, la qualité du service, fait que cette dame, elle a été capable d'annuler une séance de radiothérapie, c'est-à-dire repousser une journée, plutôt que d'être transportée par quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est une vraie relation de confiance, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que plus vous allez augmenter le service et l'accueil du client, et plus vous avez des chances que le client s'abonne. Enfin, c'est comme si vous aviez une carte de fidélité. Tout à fait, tout à fait. Cette carte de fidélité, elle est basée sur le service et sur l'entente que vous avez avec le client. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça un peu la base du métier de taxi. C'est ça la base. Hein. Alors, je vous dis, c'est vrai que depuis qu'il y a les VTC, c'est justement par la prestation de services de qualité qu'on va conserver non seulement... Vous avez aussi, qu'on va conserver nos clients, vous avez aussi des gens qui ont essayé les VTC et qui reviennent vers le taxi. Parce qu'ils ont dit, écoutez, eux, ils ne connaissent rien. Vous voyez? Donc on va parler un peu de... Qu'est-ce que vous avez dit?
On s'était arrêté sur Oui, c'est sur la qualité de la prestation de la service. qualité de la prestation de service. Est-ce que vous avez une petite histoire, par exemple des choses un peu incongrues qui vous sont arrivées, des clients un peu bizarres, ou des inconnus, ou des petites choses comme ça? Oui, on en a tous eu, vous Oui, savez. voilà, c'est ça, mais des petites choses un peu que... Comme, je dirais comme votre papa, il en a vécu, comme tout chauffeur de taxi d'ailleurs. Il y avait une des premières choses qui m'avait choqué, qui m'avait choqué, qui m'a marqué, c'était une fois j'avais pris une dame, il devait être à peu près 1h15, 1h30 du matin, à Neuilly. Et ça, c'était vraiment au début de mon activité. Hein. Parce que moi, vous savez, je suis en banlieusard. Hein. Je suis en banlieusard, Paris, je ne connais pas. Donc, j'ai découvert Paris avec le taxi. J'ai découvert en fait aussi plein de choses, si vous voulez, des différents milieux, c'est à travers le taxi. Hein. Parce que sinon, vous savez, on vit dans votre cercle habituel. Et donc, j'avais pris une course radio que je suis arrivé, c'était à Neuilly. Et cette dame, je devais l'emmener, elle m'a demandé de l'emmener quai Voltaire. Quai Voltaire, bon, bah, très bien. Je la prends, elle était accompagnée par son frère, parce que j'ai su qu'après c'était son frère. Et en cours de route, elle me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez m'arrêter au drugstore des Champs-Élysées, celui qui est en haut, là? Je dis, oui, madame. Bon, il était un peu juste, parce que le temps qu'on arrive, il est 2h moins le quart, il ne laissait pas les gens rentrer. Hein. Il était sur la fermeture, ce qui est normal. Et elle me dit, ben écoutez, ils sont en train de fermer, est-ce que vous pouvez m'arrêter à un tabac? Pas de problème. Oui, madame. Je dis, ben écoutez, à cette heure-là, où est-ce qu'on va trouver un tabac? C'est boulevard Saint-Germain. Donc nous sommes allés boulevard Saint-Germain. Elle m'a demandé si je voulais quelque chose. J'ai dit, non, madame, merci. Et je pense qu'elle a dû acheter des cigarettes. Et après, elle rentre dans la voiture et elle me dit, monsieur, je voudrais me promener dans Paris. Écoutez, c'est une femme quand même d'un niveau social assez élevé, hein. Je dirais même très élevé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Bon, vous savez, il est 2h du matin, 2h15. Bon. Je lui dis, madame, qu'est-ce que vous voulez voir? Elle me dit, écoutez, considérez que je suis une touriste et montrez-moi Paris. Vous savez, j'étais un peu perdu. Je lui dis, bon, vous voulez voir la Tour Eiffel? Vous voulez voir, je ne sais pas, moi, dites-moi. Elle me dit, non, mais ce que vous voulez. Elle me dit, j'ai envie de me promener dans Paris. Bon, je l'ai emmené à la Tour Eiffel, je l'ai emmené au Trocadéro, je l'ai emmené au Lido. Et elle me dit, je voudrais aller voir le Moulin Rouge. Je l'emmène au Moulin Rouge. Et ensuite, elle me dit, monsieur, je veux boire du champagne. 3h du matin. 3h, 3h30. Où est-ce que je l'emmène? Je l'emmène au Pied de Cochon. Pied de Cochon, bon, je n'étais pas habillé comme ça. Hein. J'étais habillé avec un blouson, chemise, jean, basket, bon. Elle me dit, je voudrais donc boire du champagne. On va au Pied de Cochon. La dame était habillée, mais très chic. Hein. Et on avait presque l'impression, si vous voulez, c'est... comment je pourrais vous dire? Le petit gigolo, si vous voulez, qui sort une vieille. Quoi. Alors on arrive là-bas, j'ai demandé du champagne pour madame, et alors elle me dit, vous, qu'est-ce que vous voulez prendre? Je dis, écoutez, moi je vais prendre un café. Mais j'étais gêné, monsieur, hein. Il fallait voir. Et cette dame, donc j'ai demandé une demi-bouteille de champagne. Donc elle a déjà amené la demi-bouteille de champagne, elle a ouvert son sac, elle m'a remis dans les mains un billet de 500 francs à l'époque. C'est l'époque, c'est des Pascal. Et elle me dit, monsieur, dans mon monde, c'est l'homme qui paye. Donc elle me donne 500 francs. Je dis, vous payez. Et elle a ouvert son paquet de cigarettes, et puis elle a sa cigarette à la main, et elle attend. Vous savez, moi j'étais mal à l'aise. Quand je vous dis mal à l'aise. Donc elle m'a dit, monsieur, je donne du feu. Et puis elle a goûté à peine, je crois, sa coupe de champagne. Et puis à un moment donné, elle m'a dit, on va y aller, monsieur. Donc elle a vu que j'étais mal à l'aise, mais elle aussi, elle ne devait pas être bien. Donc elle remet son manteau, je la ramène, je dis, je vous emmène où, madame? Elle me dit, vous m'emmenez quai Voltaire.
promène quai Voltaire. Et puis sur la route, elle me dit, vous me prenez pour une folle peut-être, monsieur? Non, non, pas du tout, madame. Absolument pas. Elle me dit, vous savez, mon rêve dans ma vie, c'était de visiter Paris la nuit. Elle m'a dit, je suis issu d'une famille très, très aisée. Jamais on m'aurait permis de me promener dans Paris la nuit. Je suis atteinte de leucémie. Elle habitait en Nouvelle-Calédonie. Et elle m'a dit, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai. Et c'était mon rêve de voir Paris la nuit. Ouais, et je vous assure, monsieur, vous changez tout de suite dans votre esprit, hein, dans votre tête. J'ai dit, maintenant je comprends mieux. Je suis arrivé donc devant sa maison. Combien je vous dois, monsieur? Non, 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 madame. J'ai dit, je vous dois de la monnaie, ce qui était vrai, puisque j'avais payé le champagne, le café. Elle m'a dit, gardez le reste, monsieur. 500 francs. Et ça, vous voyez, ça, c'est le truc qui m'a marqué le plus. Et je vous garantis que, comment on pourra vous dire? Je crois que c'est la personne qui m'a le plus ému. Et pourtant, j'en ai eu. Mais c'est celle-là, je crois que c'était la première, mais c'est celle qui m'a marqué le plus. Après, bon, vous savez, on a plein d'anecdotes. Bon, faire, par exemple, une grande course, prendre des gens qui sont... vous savez, vous prenez un jour, j'avais pris ici, c'était un monsieur, j'avais une voiture neuve. J'avais une voiture neuve à la G7. Et donc le client monte dans ma voiture. C'est vraiment, monsieur, si vous voulez jean, pas bien rasé, enfin habillé, je veux dire, pas sale, mais un peu négligé. Il monte dans ma voiture et puis il me dit, ah, ça sent le neuf dans votre voiture. J'ai dit oui, effectivement, mais je dis, elle a 2 jours, c'est vrai. Alors il me dit, ah, bah, c'est bien ça. Je vous emmène où? Je crois que j'ai dû l'emmener dans le 9e. Et puis on papote de choses et d'autres. Il est arrivé, il me dit, bah, écoutez, je vous offre un verre. Il y avait un café en bas de chez lui. On arrive là-bas. Moi, j'ai pris un café parce que je travaille la nuit. Hein. Et lui, il avait pris une bière. Et puis, il me regarde et il me dit, qu'est-ce que vous pensez de moi? Alors, je dis, monsieur, je n'ai rien à penser. Et puis, je n'ai pas à penser. Il me dit, vous savez, là, aujourd'hui, vous me voyez comme ça. Il me dit, demain matin, je vais me lever. Je vais mettre mon costume de VRP comme je le fais quand je vais travailler. Il dit, monsieur, je suis un vendeur d'armes. Et j'ai rendez-vous avec un ministre en Afrique. Vous voyez, parce que la nuit, il faut savoir une chose, c'est que les gens enlèvent leur masque. C'est pas comme dans la journée, c'est d'ailleurs vous, moi, tout être humain que nous sommes, on a une image, une façade qu'on donne, qui est tout à fait normale. Il faut dire, c'est le quotidien. Mais le soir, en fait, les masques tombent. Vous êtes vous. Et vous voyez, cet homme-là, en dehors de ce métier, je ne l'aurais jamais rencontré. On va faire un petit bisou. Je vais vous parler, donc ça c'est une petite anecdote, c'est sympa. Je vais vous parler du côté, est-ce que c'est dangereux par exemple le taxi? Est-ce que vous avez eu des problèmes, vous êtes fait braquer ou Non, jamais. Alors, j'ai eu des courses basket. Vous savez, quand on a eu ce qu'on dit, les courses basket, il ouvre la porte et il s'en va. Je crois que dans toutes les années que j'ai exercé, j'ai eu 2 fois où je me suis dit, j'ai eu peur. 2 fois. Mais après, c'est pour ça que je reviens un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut quelques années pour vraiment connaître, si vous voulez, avoir vécu certaines situations pour pouvoir les maîtriser après par la suite, mieux les gérer. Un jour, c'était un samedi soir, je suis arrivé place du Châtelet, il devait être 1h30 du matin. Écoutez, il devait y avoir 50 personnes à la station qui attendaient un taxi. J'ai fermé les portes de ma voiture, je suis arrivé, j'ai dit, écoutez, je prends le premier. Vous voyez, je ne voulais pas, parce que les gens sont prêts à vous dire, moi, monsieur, je vais là, moi, monsieur, je vais là, moi, je n'étais pas là pour faire mon marché, j'étais là pour faire mon travail. Et il y a un jeune qui vient me voir, il me dit, écoutez, monsieur, c'est moi le premier. Il me dit, ça fait plus d'une demi-heure que j'attends. Je dis, écoutez, dans ce cas, montez. Ils étaient 4.
À l'époque, vous savez, on ne prenait pas 4 places. Enfin, tout au moins, on avait le droit de ne pas d'accepter que quelqu'un s'assoie à côté de nous. C'était l'époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Hein. Et je les vois, ils montent à 4 derrière. Et là, j'ai senti que j'étais pas bien. Je ne pouvais pas sortir les 4. C'est trop. Vous avez vu ma corpulence en plus. Et puis je lui dis, mais vous êtes 4. Il me dit, oui, pourquoi ça vous dérange? Je dis, non, c'est pas que ça me dérange, monsieur, mais vous n'allez pas vous entasser tous les 4 derrière. Il y en a un qui vient monter à côté. Vous voyez, tout de suite, vous renversez la vapeur. Il s'assoit à côté de moi. Et on allait à Vitry, dans une cité, je vous assure qu'elle n'était pas très, très bien renommée. Hein. Et je lui dis, donc on prend les quais. Je dis, vous pouvez m'indiquer le chemin? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Tu continues sur les quais, après tu rentres dans le périph', je te montrerai. Bon, c'est vrai qu'il me tutoyait, mais j'étais jeune. Hein. Et à un moment donné, il me pose la question, il me dit, et pourquoi est-ce que monsieur, vous nous avez pris à 4 et les autres, ils ne veulent pas? Écoutez, je ne peux pas vous répondre à la place des autres. En revanche, moi, je peux vous répondre à ma place. J'ai dit, vous savez, moi, j'ai eu votre âge. Hein, et j'habite la banlieue. J'ai dit, quand on sortait avec les copains le samedi soir, on était content de trouver un taxi qui nous ramène. Il n'y a pas de raison. Hein. Ah bon, d'accord, très bien. On arrive dans la cité, puis si je vous dis que j'ai eu peur, j'ai eu peur. Et arrivé là-bas, mais eux, ils avaient déjà enregistré leur truc. En fait, ils descendaient et puis ils se barraient. Hein. Et comme c'était apparemment celui qui montait à côté de moi, ça devait être certainement le chef, hein, on va dire. Et les gars, ils ouvrent les portes, ils commencent à s'en aller. Ils disent, hop, 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 revenez ici. Vous payez le chauffeur et vous lui donnez un bon pourboire. Je dis, monsieur, vous avez de la chance, hein. Parce qu'on avait l'intention non seulement de ne pas payer, mais de vous casser la gueule. Véridique, ce que je vous dis. Hein. Et là, vous dites... Vous voyez, un petit truc arrive tout de suite à... Comment dirais-je, à dégonfler le ballon. Et il y avait une autre fois aussi où j'ai vraiment eu peur, c'est vrai. Je crois que c'est les 2 seules fois. Hein. J'ai pris un monsieur, c'était au moment où il y avait la première grève des aiguilleurs du ciel. Je crois que c'était en 79, si mes souvenirs sont exacts. Et j'avais pris un client, rue Sainte-Anne, c'était dans un hôtel. Les avions, il n'y en avait pas. Hein. Enfin, il y avait des grèves des aiguilleurs du ciel, et il m'a demandé, donc je suis arrivé, le gars il monte dans la voiture, bonsoir monsieur, bonsoir, il avait une valise, donc on le met dans le coffre. Je dis, je vous emmène où, monsieur? Il me dit, mais on ne vous l'a pas dit où je vais? Ah, je dis, non, ça ne va pas dire. Vous savez, on nous donne l'adresse où on prend le client, mais la destination, je ne la connais pas. Je dis, monsieur, comment il a dit? On va à Lorient. C'est 10h30 le soir, hein. 10h30, 11h. Moi, je commençais ma journée, hein. Ça faisait quoi, une demi-heure, j'étais dehors, bon. Il me dit, j'espère que vous n'êtes pas fatigué. Ah, je dis, non, je commence ma journée, il n'y a pas de problème. On va à Lorient. Moi, je ne me rendais pas compte de la distance. Il n'y a pas de GPS à l'époque. Hormis si vous n'avez pas la carte, vous n'êtes pas capable de déterminer la distance. Et donc, quand on est arrivé, c'est, comment dirais-je, en Haute-Clamart, sur la... Je crois que c'est à la 186 d'ailleurs. Hein. Et il y a eu station-service. Il me dit, mais je dis, vous connaissez le chemin? Il me dit, non, non, on va acheter une carte. Arrêtez-vous à la station, on va acheter une carte. Au lieu de faire le plein, je n'ai pas fait le plein. Je devais être à plus de la moitié, 3 quarts peut-être. Peut-être la moitié seulement. Ouais, peut-être la moitié, ouais. On a acheté une carte, c'était une station mobile. Et donc, il m'indiquait le chemin. Il dit, vous prenez telle route, vous suivez, tac, tac, bon, on roule, on roule, on roule. Vers les coups de minuit, comme il était assis derrière, vous savez, il voyait la jauge. À un moment donné, j'étais dans la réserve. Il fallait trouver. Mais sauf que quand vous sortez de Paris, monsieur, les stations-service, Tintin, il n'y en a pas partout. Hein. Enfin, je vous dis, elles ne sont pas ouvertes. Et à un moment donné, il me dit, monsieur, il va falloir penser à prendre de l'essence. Hein. Ah, je dis, oui, dès qu'il y en a une, on va s'arrêter. On avance, on avance, on avance, il n'y en a pas. Fermé, 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 fermé. Vous n'avez pas pris l'autoroute? Il n'y avait pas l'autoroute. Il n'y avait pas l'autoroute. On ne l'avait pas voulu, voilà, on n'a pas voulu le prendre. Donc, à un moment donné, on arrive dans un village, il devait y avoir une fête, un truc comme ça. Puis j'ai interpellé un passant, et je lui dis, écoutez, monsieur, il n'y a pas une station-service là? Il me dit, il y en a une, mais elle est fermée, monsieur. Et je lui dis, écoutez, je suis emmerdé parce que, vous voyez, je suis avec un client, je vais à Lorient, j'ai plus de gasoil.
Il me dit, allez voir la gendarmerie. Et puis eux, ils vont appeler la station et il va vous faire le plein. Et je l'ai cru en plus, le mec. Hein. J'ai sonné à la gendarmerie, le mec il vous lève là-haut, il dit, c'est pourquoi? Je le raconte, puis écoutez, j'ai besoin de gasoil et tout. Circuler. Je dis, je vais aller à la station-service, je vais klaxonner, peut-être qu'il va être sympa, le mec. J'ai sonné, c'est pareil, le mec, je klaxonnais. Il ouvre la fenêtre, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, écoutez, je voudrais un peu de gasoil, parce que, je vous assure, le mec, il me dit, tu te casses, sinon je t'envoie, je te fusille. Enfin, il avait un fusil à la main, il m'a fait peur, bon. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Et le gars, il m'engueulait sans arrêt. Vous vous rendez compte, j'ai pris un taxi, je ne vais pas être à l'heure, j'ai un rendez-vous et tout. Merde, c'est un jeune, hein. À un moment donné, de toute façon, vous êtes dans une merde, vous êtes dans une merde. Je lui dis, écoutez, monsieur, c'est pas la peine de vous énerver, ça ne changera rien au problème. On va rouler. Et bien, quand on tombera en panne, on tombera en panne. Suivez-vous. J'ai roulé. Alors, j'ai évité de rouler trop vite pour ne pas trop consommer. Et à un moment donné, peut-être à 5 km, j'avais avant d'arriver à Lorient, vous voyez au loin le logo ESSO. Je ne vous dis pas, monsieur, c'est comme si vous voyez le paradis. Hein. Je suis arrivé là-bas, donc j'ai fait le plein, bien sûr. Lui, il est parti téléphoner. Et ensuite, on est allé à Lorient. Et puis, il me dit, il faut traverser Lorient. C'est à la sortie de Lorient. On a traversé, et puis après, pour arriver, c'est dans une forêt. Et là, si je vous dis, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Parce que lui, il savait où il allait. Mais moi, je ne savais pas. Et on roule, c'est la forêt, et à un moment donné, il me dit, prenez à gauche, il y a marqué les fusillés de Guidel. Il dit, prenez à gauche, je prends à gauche, et vous suivez, c'est un chemin dans la forêt, en fait, une route, mais vous ne croisez pas de voiture. Il n'y en a qu'un seul sens. Hein. Et tout au bout, vous voyez de la lumière. En fait, c'était comme une espèce de maison bourgeoise. C'était une boîte de nuit. Et quand je voyais, bon, au fur et à mesure qu'on avançait, je voyais la bâtisse, etc. Et peut-être 200 mètres avant, il me dit, arrêtez-vous là, monsieur. Là, je me suis dit, toi, mon pote, t'es mort. Pour ce qu'il va me faire arrêter. Il me dit, je voudrais vous payer parce que je ne veux pas que mes amis sachent combien j'ai payé. Et donc, ça faisait 1000, à l'époque, hein, ça faisait 1500, comment dirais-je, oui, 1500, 1520, 1525, vous voyez, en francs, hein. Il sort son portefeuille, il compte. Il avait 1500 francs. Il me donne 1500, il me dit, écoutez, voilà ça. Je vais voir avec mon ami pour le reste. Moi, à la limite, je ne demandais pas le reste. Hein. Il n'y en a rien à foutre. Hein. Donc, on avance. Je m'arrête. Je descends sa valise. Son copain, il arrive. Il s'embrasse et tout. Et puis, il me dit, monsieur, venez avec moi. Il m'emmène au bar. Il lui dit au barman, tu lui donnes ce qu'il veut. Et le client que j'avais, il lui dit, tu lui donnes un paquet de cigarettes parce qu'on a fumé toutes ces cigarettes. On était fumeurs tous les deux. Et ils partent. Et puis peut-être 5 minutes après, il revient, il me redonne 200 francs. Il me dit, tenez, et gardez la monnaie. Et le patron de la boîte, toujours moi le responsable, il me dit, monsieur, si vous voulez vous reposer, il y a une chambre là-haut. Non, 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 je dis, je repars. J'ai bu mon café, et je suis parti. Je vous assure, monsieur, tellement que j'étais encore sous le stress, j'ai pris la direction inverse de Paris. Et je roulais, je ne voyais pas le panneau Paris. Et à un moment donné, j'ai doublé un gars, il est 4h30, 5h du matin. J'ai doublé un gars qui était en mobilette. Et il avait peur parce que je ralentissais. Monsieur, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, pour aller à Paris. Il me dit, vous tournez le dos, c'est dans l'autre sens. J'ai dû faire 20 km. Voilà les deux anecdotes d'un peu que je vois. Donc pour vous, ouais, c'était pas dangereux le taxi. Pas tant que ça. Non. Et maintenant, c'est peut-être plus, non, 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 plus maintenant parce qu'il n'y a plus d'espèces en fait. Ouais, voilà. Parce que les gens payent en carte. Donc c'est fini ça. Donc ouais, il n'y a plus de braquage. Non, ça. Non, 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 non. Au niveau, à l'intérieur, enfin, au niveau de la confrérie des taxis, c'est-à-dire vos collègues taxis, est-ce que vous avez senti, par exemple, du racisme
je ne sais pas, des gens, enfin, est-ce que c'est fluide entre taxis ou des fois il y a des petits, après il y a toujours des racistes, il y a toujours des choses comme ça, mais est-ce que vous pensez qu'il y en a plus maintenant qu'avant ou pas forcément, vous l'avez jamais ressenti vraiment? Non, on peut dire, si vous voulez, c'est pas la même mentalité qu'il y avait à notre époque, si vous voulez, je vous dirais les années 80, c'est pas la même chose aujourd'hui. Vous allez par exemple, aujourd'hui je vous prends un exemple type qui est la base arrière à Roissy, vous savez, où il y a un parking, où il y a l'équivalent de 1500 places. Effectivement, c'est communautaire. C'est des groupes communautaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas entre nous, mais il y avait les Maliens, c'est avec les Maliens, les Congolais avec les Congolais, les Haïtiens avec les Haïtiens, voilà. Ça, c'est des trucs que je n'avais pas à l'époque. Il y a plus de communautarisme. Il y a plus de communautarisme aujourd'hui. Je parle dans les grandes stations. Mais sinon, au quotidien, après, il n'y a pas la même entraide qu'il y avait avant. Avant, un collègue, moi je vous parle de la nuit, hein, parce que la journée, c'est récent, donc je travaille la journée. Mais la nuit, autrefois, lorsqu'un collègue était arrêté, on voyait qu'il y avait un client à l'intérieur, les autres collègues s'arrêtaient. Ça va, collègue, tout va bien? Vous voyez, il y avait toujours cette façon de s'assurer que le collègue n'était pas en difficulté. Une sorte de convivialité. Tout à fait. Taxi, parce que c'est quand même un petit difficile. Donc, tout à fait. S'il y a quelqu'un qui est embêté, voilà. Quelqu'un qui est embêté, soit que le client ne veut pas payer, ou donc à ce moment-là, on s'arrêtait, on était à plusieurs pour dire bon, ben, tu payes le client, et puis tu payes le taxi, puis tu descends. Donc on forçait, vous voyez. Mais aujourd'hui, il n'y a pas comment dirais, ce soutien comme on l'avait avant. Il n'y a plus de soutien comme il n'y a plus de ce soutien-là. C'est plus un métier indépendant. C'est plus un métier indépendant. Chacun pour sa paroisse. C'est ce qu'on dit, vous savez, souvent aujourd'hui, il y a on est 20 000 taxis, il y a 20 000 manières de faire le taxi. Chacun le fait, si vous voulez, à son niveau. Quoi. Voilà. Mais c'est dommage. C'est dommage. Et si demain, un de vos enfants vous dit tiens, j'aimerais bien faire le taxi, qu'est-ce que vous lui dites? Je pense que je dirais non. Aujourd'hui. D'accord. Je pense que je dirais non. D'abord parce qu'ils sont grands. En 89 Comment? Vous leur aviez dit oui en 89, 89? En 89, je pense que oui. D'accord. Et aujourd'hui, non? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, parce que d'une part, parce ils ont chacun une situation, ça c'est une chose déjà. Et imaginons qu'il y a un fils, par exemple, qui a une situation, ça fait mal, il se fait licencier, tout ça, il voit son père faire le taxi, il dit tiens, moi je vais faire comme mon père, je vais faire le taxi. Qu'est-ce que vous lui diriez? Non? Ça sera vraiment la dernière roue de secours. D'accord. Voilà. Et la principale raison, les principales raisons de ça? C'est pas la même chose. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous avez la circulation déjà qui n'est pas facile. Vous avez la clientèle qui est plus exigeante qu'avant. Vous avez aussi, comment dirais-je, toutes les vidéo-verbalisations qui existent aujourd'hui, les limitations de vitesse. Vous êtes constamment, si vous voulez, il faut être vraiment sur le qui-vive, surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, je prends par exemple, j'ai une dame ou un monsieur, hein, soit avec des béquilles, soit avec un fauteuil roulant, etc. Vous mettez en double fil, vous allez l'accompagner, ne serait-ce que juste le pas de la porte. Des fois, il y en a qui vous demandent d'accompagner jusqu'à l'ascenseur, ce qui est, comment dirais-je, c'est humain de le faire, parce que c'est une personne âgée, etc. Mais vous avez les voitures qui vont passer, ils ne vont pas chercher à comprendre, ils vous alignent, c'est 135 €. Vous avez fait une course, par exemple, à 15 €, je vous donne un exemple, hein, vous vous retrouvez avec un PV de 135 €. Donc, vous voyez, c'est de plus en plus difficile. Vous pensez que la mairie de Paris ne fait pas grand-chose pour arranger les choses? Pourtant, ils disent qu'ils favorisent le taxi. Alors, vous savez, il y a comme on dit, il y a la parole, il y a les actes. Et vous le connaissez certainement aussi bien que moi. Voilà. Politicien, c'est comme ça. Vous pensez que les conditions sont quand même bien dégradées. Et la principale raison, ça serait la mairie de Paris, ou c'est tout un univers économique avec Uber, avec tout ça, qui fait que maintenant... C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble.
Vous avez la politique de la ville de Paris qui veut plus de voitures, mais qui sanctionne à tout va. Vous avez des, comment ça s'appelle, effectivement, la concurrence bon, des VTC qui, eux, par exemple, vous voyez, quand ça roule bien, ils vont vous faire des prix qui sont... Je me dis, je ne sais pas comment ils font pour gagner leur vie des VTC. Et puis, aux heures de pointe, quand il y a une forte demande, les prix, ils passent du simple, c'est multiplié par 2, 3 ou 4. Vous voyez? Et ça, les gens le... Alors, après, les gens, vous avez des gens qui font un peu ce qu'on appelle, vous savez, les oiseaux, hein, ils vont d'un côté et de l'autre. Aux heures où comment dirais-je, les prix sont fixes, ils préfèrent prendre le taxi parce que pour aller à l'aéroport, ils savent que, par exemple, d'ici pour aller à Roissy, c'est 56 €. Qu'ils mettent 2 heures ou qu'ils mettent 3, c'est le même prix. Hein. Et puis aux heures où c'est fluide, ben non, ils vont prendre un VTC parce que c'est 2 fois moins cher ou peut-être 40% ou 30% moins cher. Quoi. Vous voyez? Donc maintenant, les gens ont pris l'habitude de faire les deux. Ils jonglent. Ils jonglent. Et ça, autrefois, on ne l'avait pas. Ouais. Quoi d'autre? Je sais pas, qu'est-ce que vous... Comment vous... Enfin, la profession, si elle devait évoluer, vers quoi vous la feriez évoluer? Au niveau de la formation, au niveau des règles dans Paris, au niveau de la mairie de Paris, qu'est-ce qui pour vous devrait vraiment être amélioré dans la profession? Alors je pense qu'il y a le niveau de formation, parce que vous ne pouvez pas, enfin moi je pars du principe qu'on ne peut pas former un chauffeur de taxi en 15 jours ou 3 semaines. C'est un métier qui nécessite du temps et puis surtout de l'investissement. Parce que pour obtenir quelque chose, vous savez que vous allez faire attention, il faut que vous ayez quand même un peu sué pour l'avoir. Si ça vous tombe comme ça, c'est comme si je vous disais, tenez, je vous donne ça. C'est cadeau. Cadeau, vous savez. En revanche, si vous avez fourni des efforts physiques, mentaux pour exercer cette profession, vous allez la préserver. Parce que plus vous avancez dans le temps et plus vous allez dire, bon, ben, quand même, j'ai fait ça pendant la formation. Moi, je l'ai fait en 6 mois. Donc 6 mois, si vous voulez, c'est pas la même chose que celui qui le fait en 15 jours. Vous savez, la formation, je prends un autre exemple, vous avez des formations accélérées, si vous voulez, pour les permis de conduire. Il y a une époque, je ne sais pas si ça existe encore. Hein. C'est-à-dire qu'en une semaine, vous avez votre permis. Quand même pas la même chose que le mec, il va faire 1 heure, 2 heures. Hein. Après, la semaine d'après, il refait 1 heure ou 2 heures, mais entre-temps, bah, vous savez, il réfléchit, il regarde, etc. Donc aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'en 15 jours, on peut former un chauffeur de taxi, un bon chauffeur de taxi. Alors dans l'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours au moins 10% qui en sort. C'est des bons, mais 90%, ils ne sont pas bons. Je pense qu'il faut une formation, une sélection de meilleure qualité pour avoir, si vous voulez, une relève qui va être vraiment à la hauteur des enjeux de demain. Mais pas laisser les choses se dégrader telles qu'elles le sont aujourd'hui. Revaloriser plus le service. Il faut revaloriser plus le service, une meilleure formation et surtout que les gens, si vous voulez, il faut que vraiment ils transpirent, enfin ils transpirent, il faut qu'ils fournissent. Ça ira bien. Il faut qu'ils s'impliquent et qu'ils fournissent des efforts pour pouvoir apprécier, si vous voulez, le résultat. Un dernier mot. Oui. Je ne sais pas quoi vous poser comme question. Après, le stationnement, on fait pas mal de choses, j'ai l'impression. On fait pas mal de choses. Vous avez, par rapport au stationnement, tiens, pour vous parler de la ville de Paris, qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez, la ville de Paris, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de stations qu'autrefois, on a 20 000 taxis. Tout à l'heure, vous étiez resté sur les chiffres du nombre de taxis de l'époque de votre papa, ou tout au moins ceux que vous avez connus. On était 14 600 taxis. Aujourd'hui, on est 20 000. 20 000 taxis, et par contre, la ville de Paris, chaque année, réduit le nombre de places de taxis, de stations de taxis.
Vous voyez, station de taxi. station de taxi. Donc, ce qui fait que les chauffeurs, vous savez, quand je vous disais la verbalisation, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Vous avez, par exemple, une station qui a 5 places de capacité. Vous avez 5 taxis qui sont stationnés. Un taxi, si vous voulez, qui se met au bout de la 6e, en attente que l'autre parte pour prendre sa place, tout de suite, il est verbalisé. Oui, on ne dit pas, tiens, il fait la queue. Non, on s'en fout. Les voitures, vous savez, c'est ce qu'on appelle les sulfateuses. Elles ne font pas de détails. Est-ce que vous êtes en service ou vous n'êtes pas en service? Je vous racontais l'histoire tout à l'heure d'accompagner une personne. Vous n'êtes pas là pour emmerder les gens si vous mettez en double fil. Ou des fois, vous arrêtez la circulation. Ça, c'est un autre exemple. Vous arrêtez la circulation parce que la personne, vous savez, le temps qu'elle vous paye. Vous ne pouvez pas dire, monsieur, enfin, la personne, surtout les personnes âgées, ça demande quelques minutes. Des fois, c'est 5 minutes. Après, il faut ouvrir le coffre, il faut la descendre. Il faut peut-être l'accompagner jusqu'au pas de la porte. Tout ça, ça demande du temps. Mais les gens ne se mettent pas à la place. Moi, il y a qu'une fois, il y avait une voiture de police qui s'est arrivée à mon retour. Monsieur, il ne faut pas rester là. Monsieur, madame, il faut que je l'accompagne jusqu'au pas de la porte. Il me dit, ah non, mais écoutez, nous, on ne va rien savoir. Il faut dire, j'ai dit, mais écoutez, monsieur, réfléchissez. Imaginez que c'est votre maman. Vous n'aimeriez pas que je lui apporte ce service? Et là, il n'a rien dit, il est parti. Vous voyez, c'est cette question, il faut que les gens deviennent humains. Il faudrait que les mentalités, elles changent. Ce qui est dommage, c'est que, moi j'ai remarqué, si vous voulez, par rapport à mon âge, c'est qu'aujourd'hui, l'humain est individualiste et égoïste. Il est plus ouvert aux autres. C'est dommage, parce que c'est la société elle-même qui change, en fait. Et il y a moins d'empathie. Il y a moins d'empathie. Vous savez, je trouve que c'est dommage, parce que ça manque ça. Ça, c'est un fait de société globale. C'est un fait de société globale. Ouais, c'est pas que le taxi. C'est pas que le taxi. Hein. En fait, le taxi, c'est aussi un peu le poumon de la ville. C'est-à-dire que toutes les problématiques qu'on a dans la société, tout à fait. À un moment donné, on va les trouver dans le taxi. Vous les trouvez. Vous savez, une des particularités du taxi, c'est qu'en une journée, vous avez vu, si vous voulez, toutes les couches de la population. Aussi bien, si vous voulez, celui qui, comment dirais-je, qui est à l'aise, celui qui est pauvre, celui qui est malheureux. C'est ça qu'il faut voir. Vous savez, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment, comment dirais-je, c'est presque un télescope, si vous voulez, sur la société. Mais après, ce métier, il ne faut pas l'exercer. Si vous voulez, ce métier, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre ça aux gens, enfin les futurs chauffeurs de taxi, peut-être ceux qui sont à l'heure actuelle dans les formations continues, qui comprennent que notre métier, en fait, c'est, comment dirais-je, on est observateur. Vous savez, quand vous avez fait ça pendant 5 ans, 10 ans, le client, il monte dans votre voiture selon la manière dont il vous dit bonjour ou qu'il vous donne sa destination, sans vous mentir. Vous êtes psychologue, pas parce que vous avez fait une formation, mais par observation. Vous savez que ce monsieur tient de tel milieu, de telle profession. Je vous assure, je ne vous raconte pas des bêtises. Hein. Je pense que votre papa, il a dû certainement vous en parler. Vous avez des gens qui rentrent dans votre voiture. À côté de ça, vous avez les nouveaux riches qui, eux, se prennent pour je paye, donc je suis misère. Voilà. Puis vous avez des gens, mais vraiment aisés, polis, issus vraiment, je dirais, de la haute société, mais qui vous respectent en tant qu'être humain et votre travail. Vous voyez, c'est ce balancier que vous avez tout le long de la journée. Il y a une certaine liberté aussi à faire du taxi, non? Il y a une liberté. Alors, c'est une liberté, mais vous savez, c'est une illusion de liberté. Ah bon, expliquez-moi. Je m'explique. Ouais. Vous avez effectivement la liberté de commencer l'heure à travailler à l'heure que vous voulez, vous finissez à l'heure que vous voulez, etc. Mais en fait, quand je dis illusion, pourquoi? Vous savez, c'est votre portefeuille qui vous commande. On est d'accord? Vous, c'est la même chose, hein, dans chaque métier. Donc, on est tenu quand même, si on veut gagner sa vie, c'est une liberté, effectivement. Je dis que c'est une illusion parce qu'on est tenu de faire ses horaires pour pouvoir gagner sa vie. Parce que pour être bien, il faut quand même que vous soyez, vous ayez quand même, je veux dire, un niveau de vie qui est au moins décent.
voyez, parce que si vous êtes en dessous, c'est pas bon. Au-dessus, je vous dis, c'est foutu. C'est clair. Hein. Il y a une époque, peut-être qu'on aurait pu gagner beaucoup d'argent, mais bon, aujourd'hui, on n'en gagne pas. Il n'y a plus de taxis maintenant qui gagnent très bien sa vie. Non, comme non, avant. non. Même ceux qui font les malades, des choses comme ça. Les malades, les handicapés. Non, parce que vous avez la... Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle les taxis conventionnés. Les taxis conventionnés aujourd'hui, si vous voulez, ils rétribuent l'équivalent de 20% de leurs courses. Ils sont obligés de faire une remise à la sécurité sociale de 20%. Hey, vous faites une course par exemple à 100 €, je vous donne un exemple, et ben vous avez 20%. Donc quand vous faites votre facture, c'est le logiciel qui le calcule. Hein. Donc c'est 100 moins 20%. Vous en net, en fait, vous n'avez que 80. Et là, ils sont encore en train de tirer comment dirais-je, sur la corde, parce qu'ils veulent augmenter plus. Vous avez le nombre de chauffeurs de taxi conventionnés, alors qu'il y a de plus en plus de fortes demandes. Parce qu'aujourd'hui, la médecine, et c'est très bien si vous voulez dans certains cas, même je dirais dans beaucoup de cas, c'est qu'on décèle de plus en plus vite des maladies, donc on les traite, donc il y a de plus en plus de malades. Mais il y a de moins en moins de taxis conventionnés, parce que la Sécu ne veut pas conventionner davantage. Vous voyez? Donc qui c'est qui en repatit? Ben, c'est le patient, c'est le malade. Quand je prends des gens, moi, je vous donne un exemple qui est très simple. Il y a à peu près un an de ça, j'avais amené des voisins, je les avais amenés à Orly. Orly très tôt le matin, donc vers les coups de 6 heures, je me retrouve vers la porte d'Orléans. Il y a une course radio, on me donne une course radio, 6 heures du matin, rue de Dandy. J'arrive, une petite dame qui devait avoir 80, 85 ans, 6h15. Je suis arrivé, bon, j'avais peut-être 2 minutes d'avance par rapport à elle. Hein. Puis elle arrive au bout de 2 minutes, elle me dit « Ah, excusez-moi, monsieur, je vous ai fait attendre et tout. » Je dis « Non, non, madame, ça va. 6 heures du matin, il n'y a pas de circulation, il n'y a que là, là. » Moi, dans la voiture, je dis « Vous emmenez où, madame ?» Elle me dit « Je vais à l'hôpital Saint-Louis. » Je dis « Attends, il est 6h15. 7h moins le quart, je vais être à l'hôpital Saint-Louis, mais elle a rendez-vous à quelle heure? Et la dame, je lui dis, dites-moi madame, vous avez rendez-vous à quelle heure à l'hôpital? Vous avez un rendez-vous? Elle me dit, oui monsieur, j'ai un rendez-vous à 9h. Je dis, vous n'avez pas vu l'heure, madame, il est 6h15 là. Elle me dit, monsieur, des fois je mets 2 heures pour avoir un taxi conventionné. Vous vous rendez compte? Donc ça rajoute du stress, si vous voulez, aux patients. Et ça, les autorités n'en prennent pas compte. Alors, ce qui fait qu'elle me dit, quand elle appelle, eh ben, on lui dit, renouvelez votre appel, le temps il passe, et au bout d'un moment, elle voit qu'elle va pas y arriver, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande un taxi normal. Parce que le taxi normal, elle va le payer. OK? Et la Sécu ne rembourse pas. Et ça, je trouve que c'est pas bien. C'est pas très sympa. Voilà. Bon, monsieur Amani, je pense qu'on peut s'arrêter là, non? C'est comme bon vous sommes, cher monsieur. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt bon. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Votre taxi, tout ça. On a parlé de tout, Uber. Non, c'est bien. Écoutez, petit maman.